Bonjour à tous, bienvenue pour la 6e édition de la communauté télésanté qui portera donc sur la télésanté au service des infirmiers. Donc on aura 3 intervenants aujourd'hui et Monsieur Bouscarin, le président de l'URPS infirmier, sera donc le modérateur de la séance. Donc je vais vous partager le PowerPoint et donc on va pouvoir démarrer avec l'introduction de Monsieur Bouscarin. Parfait. Merci Madame Chevalier. Donc Jean-François Bouscarin, je suis infirmier libéral. Je suis installé à côté de Montpellier et je travaille en milieu semi-rural. On est 5 associés et évidemment, on utilise depuis quand même pas mal de temps le numérique en santé et je vais vous dire pourquoi. Merci VIPI Santé d'avoir en fait cette approche terrain. Pour plusieurs raisons. Hein. On a le développement du numérique sur les territoires avec un fort impact sur les infirmiers libéraux et on le verra puisque l'URPS a eu la chance de mener une enquête à travers un sondeur professionnel et j'ai extrait quelques d'ailleurs résultats qui posent un peu le cadre en fait de la discussion de cet après-midi. Aujourd'hui, le système de santé fait face à plusieurs défis majeurs. On a un vieillissement de la population, augmentation du nombre de patients atteints de pathologies chroniques qui ont besoin évidemment au pied du lit du patient d'un certain nombre de soins et d'actes de coordination, sachant qu'en 2030, c'est-à-dire demain, un tiers de la population en Occitanie aura plus de 60 ans. On a donc des défis et le numérique, pour nous, est absolument plus une option, c'est une nécessité stratégique. Pour évidemment renforcer la coordination, mais aussi améliorer la qualité des soins et en fait redonner du souffle, c'est ce que j'ai appelé pour cette introduction aux infirmiers libéraux, puisque ça permettra de mettre de manière visible tout ce qui se fait aujourd'hui de manière invisible. Alors, cette évolution est on accompagne le GRAD et le GIPI Santé sur ces sujets-là. On a d'ailleurs Janice qui est connectée, qui représente l'URPS au niveau du conseil d'administration. Il est vrai qu'on a longtemps travaillé en créant des outils et on devait les mettre à disposition des professionnels sans que pour autant l'usage n'ait été forcément très bien identifié. Et là, on a eu un changement de logiciel collectif, et d'ailleurs on était porteur de cette voie, de dire d'abord, travaillons sur les usages. J'ai besoin de quoi? Et à partir de cela, on choisit l'outil qui est le plus adapté. Et je crois qu'il y aura d'ailleurs des présentations en ce sens. Pourquoi? Parce qu'on est une région de 13 départements, la moitié est en montagne, une grande région, grande comme le pays proche de nous qui est la Belgique, et que donc les usages ne sont pas les mêmes d'un territoire à un autre. Le numérique doit être bien pensé, et en tout cas c'est l'impulsion que l'URPS donne aux 2 instances que je vous ai citées, bien pensé pour une utilisation libérale dans lequel il ne doit pas être trop chronophage, et d'ailleurs l'intelligence artificielle, je pense, va nous y aider, et doit être intégré dans notre exercice comme aujourd'hui on conduit nos voitures pour aller voir les patients. C'est-à-dire que, in fine, ça devienne un réflexe au service des patients, évidemment, et de leur maintien à domicile. Donc, est-ce qu'on a quelques slides? Alors, évidemment, on prône à ce que les infirmiers libéraux ne soient pas les grands oubliés du numérique. Pourquoi? Parce que sinon, on ferait fi, grosso modo, de l'hôpital, puisqu'on est aujourd'hui, ce qu'on peut dire, grosso modo, le plus grand hôpital de France, est situé à domicile, puisque ce n'est pas un scoop, la durée moyenne de séjour a énormément diminué et que les patients sont aujourd'hui à la maison. Alors, avant de parler d'un sujet, j'aime bien, et avec les élus qui m'accompagnent, savoir de quoi on parle. Donc, on a mené très récemment, en décembre 2024, hein, vous savez qu'une étude peut durer à peu près 5 années, elle est valable à peu près 5 années, pardon, les pratiques et les usages des outils numériques chez les infirmiers libéraux en Occitanie. Quels sont nos besoins? Quelques enseignements. Slide complémentaire.
Près de 7 infirmiers sur 10 estiment que les outils numériques facilitent leur quotidien. Un sentiment qui est partagé de manière similaire par toutes les catégories d'âge et lieux d'exercice. Donc on a, parmi les professionnels, une vraie appétence au numérique. On le savait, mais on l'a concrétisé à travers le sondage, et c'est bien là où c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a une moyenne d'âge aussi en Occitanie qui est basse concernant les professionnels de santé. Les médecins, c'est proche de 60 ans. Et pour les infirmiers libéraux, c'est le moment où on est agile, je dirais. On est proche de 45 ans de moyenne d'âge. Les raisons évoquées quand on ne veut pas du numérique dans son exercice, c'est un manque de formation et de compréhension et la méconnaissance des outils et de leur complexité. J'en reviens au fait qu'il faut que les outils soient simples. C'est pourquoi Janice, ici présente, accompagne un groupe numérique au niveau de l'URPS en lien avec la e-santé et on va être d'ici peu en capacité de vous proposer un catalogue de services en fonction de vos usages qui, in fine, auront été labellisés en quelque part par nous, à la fois sur un plan éthique, sur un plan opérationnel, mais surtout sur le modèle économique. Parce que il est bien de prendre des outils, mais il faut savoir à qui il appartient, comment dans l'écosystème il va pouvoir être après ou pas interopérable, et dans quelle mesure j'aurai une soutenabilité de mon cabinet ou des professionnels qui vont être utilisateurs. On va passer très vite. Beaucoup d'infirmiers, 2 sur 3, se sentent à l'aise avec le numérique. Alors, il est vrai qu'on évolue avec nos téléphones portables et que d'ailleurs, pour la petite histoire, rappelez-vous, on a été les premiers à avoir des TLA qui n'étaient pas collés à nos ordinateurs, mais qui étaient déjà en mobilité. Donc, on est agile avec la fois la mobilité et les outils numériques. La totalité des infirmiers libéraux recourt aux outils numériques pour, pas un scoop, mais c'était important de le savoir, qui est le nerf de la guerre, la facturation de nos actes. Et on a évidemment d'autres professionnels de manière concentrique, donc là on est concentré sur le cabinet, qui utilisent dans le premier cercle de confiance et de collaboration les outils de manière administrative au sein même du cabinet. Et puis un autre cercle de confiance qui est celui de coordination avec les autres professionnels de santé. Et je vous laisse regarder, vous aurez de toute façon le PowerPoint, on ne va pas développer. On a aujourd'hui ce qui est en top 10, ce qui est la facilité, c'est le téléphone, l'email, le SMS et les WhatsApp. Et ça, c'est pareil, c'est pas un scoop. Ce qui veut dire qu'on a l'usage, on sait faire. Néanmoins, on doit être en responsabilité, nous acteurs de soins, et de se dire, est-ce que le SMS, le WhatsApp ou les appels téléphoniques ont sécurisé, permettent de tracer, etc. La réponse est non. Comment on fait pour que le même usage soit retranscrit dans des outils numériques sécurisés et permettant aussi la lecture de nos données, parce qu'en fait, les infirmiers sont récipiendaires d'une quantité d'informations à la fois médico-sociales et cliniques extrêmement importante pour le parcours de soins du patient. Mais par contre, personne aujourd'hui n'est en capacité de lire notre science ou ce que nous écrivons sur le patient qui a une vraie plus-value pour le parcours du patient et sa sécurité et le résultat évidemment de sa maladie qui est amélioré. Un autre slide pour en finir. Alors on étend le cercle concentrique et les infirmiers privilégient principalement qu'on a vu, les téléphones, les SMS, les applications de messagerie. Donc, on a toute vertu à ce que la traçabilité soignante s'améliore et qu'on ait d'ailleurs d'autres actions de communication pour que les professionnels soient identifiés, y compris en fonction du territoire et de leur spécialité, bien entendu. Par exemple, aujourd'hui, on a un certain nombre d'infirmiers, puisqu'on est moteur sur le sujet de la prévention et de la consultation de prévention. Comment moi, patient, sur un territoire, je repère des professionnels qui réalisent les bilans de prévention, soit à domicile, soit à la maison. C'est aussi un vrai sujet nous concernant. Comment faire savoir que nous sommes en action de soins? Je crois.
Alors ça, c'est pas un scoop. Pareil, hein, vous regardez les slides. En fait, on est coordonnateur de beaucoup de choses, de l'imagerie, de la biologie, des protocoles de soins, des ordonnances. Alors pour la bonne et simple raison que pas de bras, pas de chocolat, il nous faut des ordonnances pour pouvoir facturer. Tout le monde a compris. Et puis le lien aussi avec le pharmacien. Ce qui veut dire qu'en fait, on est coordinateur à la fois des autres acteurs au pied du lit du patient, c'est-à-dire la coordination clinique de proximité, le premier niveau, mais qui est là où on a le soin vif et le plus de résultats, c'est les actions entre essentiellement le pharmacien, le médecin et l'infirmier. Et les autres cohortes, évidemment, en fonction des pathologies que sont les kinésithérapeutes et autres. Donc on reprend en fait sur la dernière slide les difficultés rencontrées. Là, on est dans des questions qui sont à l'envers par rapport aux affirmations de tout à l'heure. Évidemment que la coordination est une difficulté avec les autres professionnels de santé, c'est d'ailleurs l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Mais on a aussi d'autres finesses qui doivent être abordées, la gestion de nos plannings de tournée, la gestion des prises de rendez-vous, le partage d'informations entre professionnels de santé, puisqu'on a une contrainte forte dans notre profession, qui est d'assurer la sécurité et la continuité des soins tous les jours, 7 jours sur 7, au même titre qu'un service d'urgence hospitalier. Donc c'est une contrainte extra forte qui effectivement doit être périmétrée, sécurisée et numérisée. Donc, je vous remercie. J'espère avoir été le plus clair possible et je sais qu'on a des exposés sympathiques où on rentre dans le vif du sujet. Donc, Sylvie Novak, qui est infirmière mais qui est aussi élue URPS et qui va vous présenter télésoins et téléexpertise. Donc, on rentre sur une notion de terrain, ce que nous apprécions beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Sylvie Novak, je suis infirmière libérale à Marseillan, un village situé entre Sète et Béziers. Moi, j'utilise le télésoin de 3 façons différentes. Je fais de la téléconsultation, de la téléexpertise et en même temps, j'utilise une autre plateforme qui est Illico pour la MI 11. Donc, pour la première fois que j'ai eu affaire avec du télésoin, c'était sur une patiente, un cas complexe, une dame relativement âgée, diabéto-insulinodépendant, amputée avec une plaie très sérieuse sur l'autre jambe qui faisait des allers-retours sur Montpellier quasiment toutes les semaines. Ça la fatiguait énormément. Et on s'est aperçu qu'avec le CHU, on pouvait faire de la téléconsultation par rapport à sa plaie. Donc j'ai contacté le service qui m'a fait télécharger l'application Domoplay. Rendez-vous a été donné, heure, date, et un code d'accès et une première téléconsultation. Moi, ça m'a énormément aidée puisque je me suis sentie soutenue au niveau de cette patiente. Ça a énormément sécurisé les patients parce qu'ils sentaient qu'ils avaient une équipe penchée sur le problème, hein, une équipe complète. Et en même temps, je recevais régulièrement des comptes rendus de mes téléconsultations et donc la possibilité de pouvoir la facturer sans souci. Après, petit à petit, comme tout le monde, hein, des fois je suis chez un patient, je ne sais pas quoi faire, je me trouve face à un problème, j'essaye de joindre le médecin, j'y arrive pas, c'est pas tracé, je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai trouvé l'application qu'on a tous via notre ICPS, OmniDoc, qui permet de faire de la téléexpertise. Donc, je me suis rendu compte très vite que beaucoup de médecins ont OmniDoc parce qu'ils l'utilisent pour eux aussi faire de la téléexpertise pour demander des avis à des spécialistes. Donc, nous, en tant qu'infirmières, on a la possibilité de demander un avis au médecin généraliste via OmniDoc. On envoie un message comme un mail, on peut envoyer des photos, des tas de choses. Le médecin répond via cette application, peut renvoyer une ordonnance et on a aussi là un compte rendu et du coup, on facture par rapport à ce compte rendu.
Ma troisième façon d'utiliser le télésoin, c'est l'application Illico. Donc Illico, je l'ai utilisé pour pouvoir facturer nos amis à EMI 11. Ça vous demande des photos, tout des tas de questions sur le patient, la vie du patient, son environnement, son alimentation, tout ce qu'il faut pour les plaies avec la possibilité de mesurer la plaie. Vous en ressortez un compte rendu que l'on peut mettre donc en justificatif au niveau de la CNAM pour l'AMI 11. Et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je suis restée, c'est que j'ai pu faire le lien avec la podologue. Et là, la prise en charge de la plaie a été donc, moi, au niveau infirmier, mais elle, au niveau prise en charge de la décharge du pied. Et c'est vrai qu'on a évolué très, très vite sur cette plaie qui traînait depuis pas mal de temps. Donc moi, j'ai envie de vous dire que les avantages et les inconvénients de la télésanté, les inconvénients, c'est déjà de s'y mettre, d'accepter d'avoir une nouvelle pratique, ça, voilà. Mais une fois qu'on y est, c'est très, très, très réconfortant. On se sent soutenu. Surtout, on trace tout ce qu'on fait, parce que par le téléphone, on le fait tous, hein, téléphone, WhatsApp, ça nous demande du travail, de l'investissement, mais ce n'est pas tracé, c'est comme si on travaillait dans le vent. Là, on est tracé, c'est comptable. On a des patients qui se sentent sécurisés parce que, non pas qu'une infirmière toute seule devant, ils ont une équipe. Ils sentent ils ont une équipe de soins qui est penchée sur leur cas. Et ça, c'est super important. Voilà mon expérience de terrain. Et j'avoue que je ne retournerai pas en arrière, hein. La e-santé, c'est bien. Sylvie, est-ce que c'était très clair? Est-ce que Bonjour, moi je suis David Charmillon, je suis infirmier libéral en Auvergne-Rhône-Alpes. C'était juste pour ajouter une précision par rapport à la téléexpertise. En fait, on peut aussi faire des téléexpertises avec des spécialistes. Par contre, en milieu hospitalier, moi je l'ai fait plus avec l'application Mon Sisra, voilà, comme Nidoc. Alors, je réponds à une question qui me demande comment s'écrit Illico. Ça s'écrit H-E-A-L-I-C-O. Alors, j'utilise beaucoup Omnidoc avec les médecins privés parce qu'en fait, dans leur logiciel professionnel, ils ont Omnidoc qui intègre la facturation de leur côté par rapport à la facturation de la demande de téléexpertise. Mais comme ici, là, alors, moi j'ai fait une seule téléexpertise avec un PH hospitalier, donc pas dans une clinique, hein. Lui, c'est un dermato, m'a fait la téléexpertise à travers mon CISRA, et il n'y a pas de facturation. Mais en fait, le dispositif est le même, hein, la connexion sécurisée, on demande une téléexpertise, il fait un compte-rendu, le compte-rendu est archivé, il envoie l'ordonnance. C'est le même fonctionnement qu'avec Omnidoc. Et d'après ce que j'ai compris, la seule différence, elle est là, c'est qu'un MG, quand il utilise Omnidoc, la facturation se fait toute seule et c'est lui-même qui clôture la téléexpertise après, une fois qu'il a facturé pour lui. Voilà. C'est exactement ça. La facturation se fait seule et on peut même l'associer à un certain logiciel pro. On a des passerelles avec Omnidoc. Donc, ça se facture automatiquement sur le logiciel pro. Madame Michel Witzé? Bonjour, Ouais, je vous suis en- infirmière, mais malheureusement, moi, je suis au CHU de Toulouse. Donc, excusez-moi, je suis l'intruse de la journée. D'après ce que je comprends, je n'avais pas compris que c'était traiterait les secteurs hors hôpital. Moi, je veux revenir sur Omnidoc, hein, parce que c'est le CHU de Toulouse qui a un peu boosté les choses à un moment donné. Il y a quand même 66% des médecins libéraux de la région qui ont un compte Omnidoc, hein. Donc, c'est assez important. Et je suis désolée que nos médecins au CHU n'ouvrent pas plus les lignes au secteur, enfin aux infirmiers, mais ils sont déjà tellement sollicités par les collègues médicaux que moi, à chaque fois, je leur pose la question, hein, je leur dis, mais il y a peut-être. Donc, c'est vrai que plaie, cicatrisation et tout, il y a quand même une logique derrière, hein, diabétologie, tout ça, c'est ouvert, hein, mais pas toutes les disciplines, quoi. Mais on fait en sorte, et là encore aujourd'hui sur les brûlés, j'ai bien revérifié que c'était ouvert aux professionnels infirmiers. C'est très, très, très important que vous puissiez avoir des réponses assez rapidement avec des professionnels qui se raréfient, qui sont spécialisés en sujet alpha, bêta, gamma, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Alors, un petit commentaire sur votre commentaire. Vous êtes loin d'être une intruse parce que, bien au contraire, aujourd'hui, la totalité de vos patients ont un plan technique d'extrême bonne qualité, soit des établissements publics comme le vôtre, soit privés, et sont reversés à la ville. Et on a en plus une frange de la population dont ils ont un certain nombre de pathologies qui, aujourd'hui, sont méconnues, avec une problématique, et je l'ai cité dans mon introduction, d'accès aux soins, etc. Il est vrai qu'aujourd'hui, le lien filial qu'il peut y avoir avec un établissement et la ville est central dans la discussion et dans les échanges qu'on doit pouvoir avoir, en particulier pour remonter des données, parce que dans la mesure où effectivement on a un échange en particulier avec un spécialiste, ça nous permet aussi de grader l'urgence du patient. Sinon, à défaut d'un échange, dans ce cas, on a, nous, en ville, et qui d'ailleurs nous est fortement décrite par un certain nombre d'urgentistes en particulier, une seule option, qui est aujourd'hui celle de l'hospitalisation, avec tous les effets collatéraux en fonction de l'âge que vous connaissez, et le coût pour la société de manière générale, puisque effectivement, ça génère des coûts induits extrêmement forts. Donc, je suis pleinement d'accord. Là, il y avait le premier cercle, c'est la coordination dans les cabinets infirmiers, soit en plan numérique. Le deuxième, qui est effectivement la partie territoriale. Et puis, on a aujourd'hui l'extraterritorial avec, pourquoi pas, une dimension nationale, puisque, me concernant, de plus en plus de patients ont des avis, y compris hors de la région, en fonction des pathologies qu'ils peuvent avoir. Et donc, évidemment, le lien entre les facteurs de soins à la maison qui connaît bien le patient, son suivi et sa clinique, et l'hyperspécialiste est hyper important. Bah, écoutez, ça me ravit parce que là, j'ai reçu cette semaine une équipe médico-soignante, mais il n'y avait pas d'infirmiers, c'était tous les autres métiers paramédicaux, au sujet de patients parkinsoniens. Donc, elles veulent développer un usage avec Spico et j'espère que les infirmiers libéraux sauront saisir ce genre de travail des infirmiers. Là, c'est pas des infirmiers, mais du personnel du CHU qui veut aussi transmettre les pratiques qui sont un petit peu spéciales par patient, parce que malheureusement, il y a des pathologies qui ne peuvent pas être considérées comme copier-coller, copier-coller, copier-coller. Et c'est vrai que vous êtes en demande de certaines choses, hein, mais les professionnels non médicaux du CHU sont aussi en demande de pouvoir partager avec la ville, enfin quand je dis la ville, hein, vous avez compris, avec tout le secteur libéral, des pratiques justement pour ne pas voir revenir le patient en urgence sur des consultations spécialisées. Donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à faire connaître les uns, faire connaître ce qu'on essaye de faire vers l'extérieur du CHU, quoi. Et puis bien sûr, à accepter aussi vos demandes. Absolument. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Sinon, on peut y revenir en fin Oui. de parcours. Sinon, je peux laisser la main à Janice Francazal pour le suivi et qu'on tienne les délais. J'aurais une question, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis le deuxième intrus de la Réunion puisque je suis médecin. Je suis médecin au CHU de Montpellier. Je fais partie d'une équipe qui démarre ses activités. C'est l'équipe chargée de coordonner la mise en place de la télésanté au CHU de Montpellier et dans le groupe de territoire, c'est-à-dire qui comprend Millau, le Sud-Aveyron et la région autour de Sète. Donc tout le GHT est concerné par la mise en place de la télésanté. Donc on vient de démarrer nos activités. On est pour l'instant 3 médecins et une chef de projet qui est une ingénieure biomédicale dans l'équipe, mais l'équipe va certainement s'étoffer, notamment avec des infirmiers, puisqu'il y a déjà une pratique de la télésanté par les infirmiers du CHU. Donc l'objectif, c'est de faire table rase de ce qui existe, puisque certains ont déjà commencé de leur côté. Vous avez cité Domoplay dans la présentation, donc bien sûr, les gens qui utilisent Domoplay vont continuer à l'utiliser. Nous avions des services médicaux qui avaient mis en place Omnidoc de leur côté, de manière totalement indépendante, notamment la dermato, qui fait plus de 400 avis par mois, avec un interne qui est dédié à Omnidoc tous les jours. Donc, on a déjà des personnes qui ont déjà débarré de leur côté. Donc, bien sûr, on va continuer, et notamment Omnidoc, qui donne entière satisfaction à ceux qui l'utilisent, va continuer. Et là, on démarre nos activités, et effectivement, on a commencé par promouvoir la téléexpertise, puisque c'est ce qui était le plus avancé. Et à chaque fois qu'on parle d'Omnidoc à une spécialité,
ben, c'est l'enthousiasme et chacun veut démarrer sa ligne Omnidoc. Donc actuellement, il y a 4 secteurs, la dermato, l'hémato, les médecines, la maladie infectieuse et la neuropédiatrie qui sont opérationnels depuis 2 ans ou quelques mois pour certains. Et là, va démarrer une ligne médecine interne. On avait ce matin une réunion avec la NPEA, donc la psychiatrie adolescente, donc qui veut démarrer aussi une ligne. Donc effectivement, et plus on parle de télédoc, d'Omnidoc, et plus les gens veulent adhérer à Omnidoc, effectivement, puisque vous avez cité la traçabilité. Il y a aussi la confidentialité, puisque il n'y a aucune solution, que ce soit WhatsApp, SMS, téléphone, qui n'assure une confidentialité parfaite. Il y a des risques de piratage. Donc, au niveau médico-légal, c'est très problématique. Donc, effectivement, les solutions de téléexpertise sont censées assurer cette confidentialité. Donc, voilà, ça démarre fort de ce côté-là. La téléconsultation, on repart à zéro avec le logiciel Téléo qui est peu utilisé car en fin de vie, donc il va y avoir certainement un remplaçant. Donc là aussi, on va s'y associer et probablement qu'avec le GHT, il y aura des besoins de téléconsultation donc dans les territoires, notamment les territoires ruraux. On peut imaginer des téléconsultations assistées, comme on va parler sur la prochaine présentation. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu moins avancé à notre niveau. Et le télésoin, bien sûr, fera partie de nos activités. Donc bien sûr, Domoplay va rester en place, mais on peut imaginer que les stomathérapeutes, par exemple, aient une ligne dédiée avec la chirurgie digestive, que certaines plaies qui ne sont pas prises en charge par Domoplay, notamment des plaies de chirurgie infectées, puissent éventuellement être pris en charge comme ça. Donc voilà, on démarre nos activités, donc je faisais un petit peu de publicité là-dessus. Certainement qu'on viendra travailler avec vous, puisque vous avez déjà apparemment une bonne expertise sur le sujet. Donc voilà, merci de m'avoir laissé la parole et je vous laisse reprendre la discussion. Merci, c'est aussi un espace à la fois d'échange et peut-être on n'aurait jamais eu l'occasion, évidemment, de nous rencontrer. Donc le but aussi généré, c'est de rencontrer des talents et des personnes qui sont avec la même, je dirais, envie et donc d'échanger entre nous pour mieux nous connaître. Donc c'est très bien, merci. Et je prends avec beaucoup d'affection votre nom et votre prénom pour prendre contact avec vous après, soit moi, soit Janice. Avec plaisir. Tobiana. Je voulais juste signaler qu'il y avait, à part Omnidoc, et le GHT Westero que représente avec l'hôpital de Béziers fonctionne de façon différente puisque nous fonctionnons avec un guichet unique de télémédecine qui enregistre les demandes au niveau d'un secrétariat de télémédecine par MS Santé, puisqu'on sera tous, que ce soit les soignants libéraux, les médecins libéraux ont tous une adresse cryptée. Et donc, les avis passent par ce secrétariat. Les comptes rendus sont également renvoyés sur les adresses MS Santé et elles sont immédiatement intégrées au dossier patient. Voilà. Alors, effectivement, ce qu'on ne fait pas par rapport à Omnidoc qui séduit tout le monde, c'est la facturation directe du médecin généraliste qui fait la demande. Mais on facture, nous, directement sur notre DPI. On n'a pas besoin d'avoir des classeurs Excel qui permettent au bureau des entrées d'ensuite tout ressaisir pour pouvoir facturer sur l'hôpital. Donc, c'est un fonctionnement qui est différent, qui est plus proportionné par rapport à un hôpital qui n'est pas un CHU, mais qui fonctionne très bien. Et actuellement, on a dépassé les 5000 actes par an en téléconsultation et en téléexpertise. Voilà, je voulais juste le témoigner. Merci beaucoup. Donc cette fois-ci, s'il n'y a pas d'autres questions, Janice Francazal, je te laisse la même, pardon. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la téléconsultation assistée. Donc je suis Janice Francazal, je suis infirmière depuis 20 ans. Je suis installée à Moissac dans le Tarn-et-Garonne et je suis en exercice libéral depuis 2009. Nous, on est parti du constat, en fait, sur notre secteur, comme beaucoup de secteurs en Occitanie et en France, déjà d'une démographie médicale critique, sur un secteur rural, donc avec une population vieillissante, avec un problème de précarité assez important aussi,
On a un nombre de patients qui sont en ALD sans médecin traitant qui est important, de plus de 70 ans, donc avec de la dépendance associée. Quand on a réfléchi à mettre de la téléconsultation assistée, on a pensé surtout à pouvoir faire une réponse sur les soins non programmés au niveau de ces patients et en ciblant surtout donc, les patients dépendants et à mobilité réduite, bien entendu, ou précaires, et aussi pour éviter en fait des ruptures de soins ou l'errance médicale, puisqu'on avait vraiment cette problématique dans notre secteur, donc au sein d'une CPTS de niveau 2. On a fait l'objet en fait pour la recherche de discussions, de liens avec l'URPS médecins aussi, beaucoup de réunions de concertation avec nos médecins locaux, en prenant en compte aussi l'offre de télémédecine qu'il y avait sur le territoire, puisqu'on avait des pharmacies et des cabinets infirmiers qui étaient déjà équipés, mais de bornes. Et c'est pour ça en fait que nous, on s'est dirigé vers le choix d'un matériel qui était mobile, puisque forcément, si on parle de patients dépendants, il faut qu'on puisse aller à leur domicile. Donc, nous, on est parti sur une mallette connectée au sein de la CPTS et au sein de la MSP. On est parti sur de la simple visio avec un prérequis, bien entendu, à tout ça et essentiel. C'est d'avoir en fait une ligne sécurisée. Hein. Vous ne pouvez pas faire de téléconsultation via un WhatsApp simple, hein, on est bien d'accord. Il faut quand même que la ligne soit sécurisée et réponde aux conditions en fait requises à la gestion des données de santé. Donc, on a mis en place cela. Il a fallu faire coïncider, en fait, puisque nous sommes restés avec nos médecins de secteur, leur planning, en fait, de possibilités de soins non programmés avec une astreinte d'une infirmière. Alors, ce n'est pas toujours facile, hein, puisque comme on n'a pas beaucoup de médecins, mais il se retrouve que des fois, on a des problèmes de disponibilité, mais on arrive toujours à trouver une solution. Et en complément, ce qu'on a fait, en fait, c'est que comme l'on recense les patients qui sont sans médecin traitant et qu'au fil de l'eau, on a des appels de patients qui s'enregistrent, on va les consulter, en tout cas pour, on va dire, dégrossir en fait le dossier du patient, pouvoir proposer une solution en fait de renouvellement d'ordonnance s'il y a des soins infirmiers ou autres soins, en tout cas paramédicaux, et proposer une suite afin qu'il n'y ait pas une rupture totale de soins sans forcément qu'il y ait en fait le référencement d'un médecin traitant. Et ça, je tiens à le souligner parce que dans les territoires, ça peut être très important de le faire. De plus en plus, vous allez être confrontés, vous, à vos propres patients qui n'auront plus de médecin traitant. Et sachez que vous avez cette possibilité-là de téléconsultation, alors qui n'est pas exclusivement, que vous pouvez ne pas faire exclusivement avec des médecins du territoire, puisque aujourd'hui, vous avez beaucoup d'opérateurs et d'industriels de la téléconsultation qui proposent, en tout cas, de mettre en relation des médecins hors zone pour répondre à cette demande. Sur la téléconsultation assistée, donc nous, on a choisi un logiciel. Le rôle de l'infirmier, quand même, lorsque vous arrivez au domicile du patient, c'est de faire un questionnaire. En général, si vous utilisez du matériel connecté, vous allez avoir un logiciel, en tout cas, implémenté qui va vous permettre en fait de conduire ce questionnaire, donc l'identité du patient. En principe, vous avez la possibilité aussi d'avoir un lecteur de carte vitale et mutuelle, vous le rentrez et donc le médecin reçoit ces informations et lui pourra être autonome sur sa propre facturation ensuite. Et antécédents médicaux, traitements actuels, prise des constantes. Alors, avec ou sans matériel connecté, je m'entends, c'est que on peut très bien démarrer avec juste un stéthoscope connecté qui me semble le plus essentiel. On sait prendre une tension, on sait prendre une glycémie, on sait prendre une température, on n'a pas forcément besoin que ça soit connecté et vous pouvez le rentrer manuellement dans le logiciel. Par contre, ce qui est important au niveau de la consultation médicale, c'est que par contre, il puisse faire une auscultation des bruits du cœur ou pulmonaire. Donc, lorsque vous avez rempli ces éléments, traitement, allergie,
antécédents, motif d'appel du jour et symptômes que vous décrit le patient. Vous envoyez ça de manière sécurisée via le logiciel du matériel choisi, excusez-moi. Et si vous ne l'avez pas, vous envoyez un compte rendu via Medimail ou MSS Santé, en tout cas une adresse mail sécurisée. Se déroule la consultation avec le médecin et à la fin de la consultation, le médecin va faire un compte rendu suite à celui que vous avez fait, que vous pouvez aussi télécharger et implémenter dans le DMP du patient pour assurer la traçabilité. Et vous aurez les ordonnances associées qui seront faites. En fonction de votre organisation, l'ordonnance, vous pouvez l'imprimer chez le patient, vous l'imprimez chez le patient. S'il y a des soins infirmiers en plus, ben, vous les imprimez à votre cabinet. Et s'il y a des ordonnances de médicaments au niveau de la pharmacie, pareil, vous envoyez via un mail sécurisé. Si vous êtes en coordination, vous avez même, en exercice coordonné, pardon, vous avez même en principe un logiciel interne pour pouvoir vous coordonner. Voici les avantages de la téléconsultation assistée pour le patient. En tout cas, c'est assurer en tout cas une réponse rapide aux soins non programmés, notamment pour les gens, comme je le disais, dépendants et précaires. Le médecin peut vous dire aussi que ça mérite une téléconsultation, une consultation en réel, et il viendra consulter en réel ou le dirigera vers l'hôpital si besoin. Et ensuite, vous avez, pardon, excusez-moi, vous avez aussi la diminution en fait de ce qu'on disait donc de rupture médicale ou en tout cas d'errance médicale. Avantages et inconvénients. Inconvénients, je dirais que ça prend quand même du temps en fait d'organiser et de penser comment on va mettre en place la téléconsultation assistée, parce qu'à chaque territoire, c'est problématique. Hein, donc, ça peut être une problématique tout simplement de médecins qui ont des limites de gestion informatique ou n'ont pas le temps également. C'est aussi la disponibilité de faire chevaucher les agendas des infirmiers et des médecins. Et encore, quand on parle de soins non programmés, si c'est un patient qu'on voit au cours d'un soin, qu'on a l'habitude dans notre tournée, on peut prévoir une téléconsultation à ce moment-là. Si c'est un patient inconnu, il me semble maintenant, avec l'usage, qu'il est très compliqué de l'intégrer sur sa propre tournée. Voilà, je pense que ça doit être quand même la majeure partie des infirmiers. Peut-être que certains peuvent le faire. Nous, on a trouvé en tout cas sur notre territoire que c'était assez compliqué. Voilà pour la présentation de la téléconsultation assistée que l'on en fait. Je rajouterai aussi, mais on est sur de la téléexpertise, donc ça, ce n'est pas mon domaine, que nous, effectivement, on peut l'utiliser avec des lignes Omnidoc Play Cicatrisation que nous avons en local. Voilà, on a différentes lignes aussi qui sont ouvertes maintenant, qui se sont étoffées, mais qui sont plus en direction des médecins, médecin à médecin, que infirmier à médecin. Monsieur Delay Jean-Marc qui oui. prend Oui. la parole. Merci beaucoup, Madame Francazal, pour votre présentation. Alors, j'ai dû m'absenter 2 minutes, je ne sais pas si vous en avez parlé, donc désolé si ma question est redondante. Vous, donc vous êtes en zone rurale. Est-ce que vous avez des problèmes sur une consultation assistée de désert numérique? Des endroits où la connexion est mauvaise, des endroits où il n'y a pas de connexion, les personnes n'ont pas forcément le Wi-Fi chez elles. Comment vous gérez? Oui, alors en principe, lorsque ça nous arrive, alors nous, on s'est équipé d'un routeur supplémentaire qui limite cette difficulté, mais pas partout. Donc, nous, on s'est entendu, c'est qu'en fait, l'infirmier fait sa consultation, lui, puisque c'est une consultation infirmière, hein, auprès du patient. Lorsqu'il rentre dans son cabinet, ou en tout cas lorsqu'il rentre, qu'il a une couverture en tout cas de réseau, il envoie le compte rendu et il fait la téléconsultation avec le médecin sans le patient. S'il a besoin d'éléments supplémentaires, effectivement d'auscultation, là par contre on déclenche la venue du médecin, puisque forcément téléconsultation, si ça ne passe pas une fois à cause du désert numérique, ça ne passera pas une seconde fois. C'est ça, ok. Pour certains besoins particuliers, alors moi je suis anesthésiste de formation,
On a effectivement certains critères particuliers à l'anesthésie, tout ce qui est critères d'intubation, vérifier l'anatomie, la morphologie, notamment du dos pour ce qui est anesthésie péridurale. On envisage de faire ça en téléconsultation. Bah, le patient peut toujours se déplacer, ouvrir la bouche, montrer son dos, etc. Mais effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit peut-être insister. Enfin, en tout cas, nous, qu'on insiste, notamment les critères d'intubation difficiles, qu'on cherche systématiquement à la consultation. Est-ce que vous avez certaines demandes particulières de certains médecins selon la spécialité pour justement, je vous ai cité le cas qui me concerne, mais est-ce que d'autres cardiologues, oncologues, pneumologues peuvent avoir des demandes particulières de ce côté-là et vous les transmettre avant la consultation? Alors, nous, on s'est vraiment basé sur la téléconsultation assistée avec le médecin généraliste Oui, pour le moment, d'accord. puisque on travaille avec l'hôpital local, mais malheureusement, le cardiologue est débordé. Voilà, il voulait faire de la téléconsultation, mais pour le moment, étant tout seul on a quand même une couverture assez importante de patients, hein, voilà. Par contre, sur la possibilité de former l'équipe infirmière en fait, et infirmiers, je précise, puisqu'on a quand même une petite parité, sur des demandes supplémentaires, nous, on n'est pas contre, si on nous explique, puisque nous, en tout cas, notre matériel nous permet effectivement de la dermatologie, de la pneumologie, C'est de ça, la voilà. cardiologie. Vous pouvez faire des Voilà, vidéos, envoyer des photos, par exemple. voilà, exactement. C'est ça. On peut faire de l'ORL, donc voilà, nous on est assez bien équipés, donc effectivement on peut envoyer des photos et sur demande. D'accord. Et cette mallette elle est prise en charge comment? C'est un achat, c'est un prêt, comment ça se passe? Alors nous, lorsqu'on a fait effectivement la recherche, notamment accompagné de l'URPS médecin, il y avait deux possibilités. Ou l'achat avec un abonnement au logiciel, qui est dedans, et avec la possibilité d'utiliser en plus, en tout cas de louer en plus un agenda partagé, sauf que chaque médecin a son propre agenda. Voilà, certains sont pro, un industriel, d'autres non, ils en choisissent un autre. Donc on a laissé ce libre choix, en tout cas. On a essayé de mettre, nous, en place un agenda partagé, on va dire fait maison, hein, voilà, pour voir les disponibilités des médecins. Et ensuite, on avait donc la possibilité de la location. Bon, on s'est vite rendu compte en fait que le prix de la location était quand même énorme. Voilà. Donc nous, on a préféré un achat qui en fait a été financé dans le cadre d'une expérimentation. La mallette qu'on a actuellement, donc qui est quand même, je tiens à le préciser, ultra complète, c'est une valeur de 15 000 €. Et je précise qu'au regard de l'activité d'un infirmier, ce n'est pas finançable par un infirmier. Il faut aujourd'hui, entre la valeur entre le tarif de la téléconsultation, ce qui revient à l'infirmier, et le prix de la mallette, pour que ça soit rentable, il ne faudrait faire que de la téléconsultation en remplissant tous ces créneaux H24, en sachant que c'est pas possible. Voilà, très clairement. Donc, il faut éventuellement un regroupement de professionnels. Voilà, mutualiser à éventuellement. mon sens, pour financer voilà, ce type de matériel. Il ça. existe des matériels plus simples. Voilà, il existe des sacs à dos qui peuvent être aussi ultra complets, mais qui vont coûter dans les 9 000 €. Oui, quand même. Ça reste un coût. Ça reste un coût, c'est oui. ça, oui. Et oui, c'est ça. Ça reste un coût. Okay. C'est pour ça que je précise que la consommable, après, il y assistée, a la maintenance, il y a du consommable. Voilà. Il y a du consommable, effectivement. La maintenance, de toute façon, même si vous l'achetez, vous allez payer un abonnement en plus. Donc, oui, donc en plus, il y a des coûts associés. Un logiciel de facturation. Oui. Exactement. Maintenant, j'en perds mes mots, sur la... J'ai perdu le fil. Excusez-moi. Désolé. C'est pour ça que je disais que la téléconsultation au départ pour les infirmiers qui peuvent se lancer, à partir du moment où vous choisissez
un opérateur en tout cas qui vous propose une connexion sécurisée, et on le retrouve sur certains opérateurs de rendez-vous aujourd'hui. Ce qui me semble le plus essentiel aujourd'hui, éventuellement pour faire une téléconsultation un petit peu à minima connectée, c'est un stéthoscope connecté. Le problème du stéthoscope connecté, c'est qu'en principe, ça ne s'interface pas avec une ligne, juste une ligne sécurisée. C'est ça. Donc, si vous n'avez pas le reste du matériel, vous ne pouvez pas. Bien Mais sûr. voilà, au départ, on peut essayer de se lancer dans la téléconsultation assistée. Ça sera de la simple visio, éventuellement permettre au médecin d'observer le patient, mais il n'y aura pas d'écoute. Tout à fait. Mais Voilà. c'est Et déjà dans le cas de pulmonaire et cardiaque, ça peut paraître essentiel. c'est Mais déjà pour un d'autres problèmes, débrouillage. c'est faisable. Déjà un débrouillage. Si Oui. vous constatez des œdèmes, si vous constatez un patient essoufflé, voilà, ça peut aider le médecin à Exactement. orienter son patient. Oui, tout à fait. OK, merci beaucoup. Exactement. Merci. Avec plaisir. Oui, Madame Tobiana, je pense à nouveau. C'était juste pour savoir si vous aviez testé le matériel Parsi qui à la fois permet d'avoir un stéthoscope connecté, un électrocardiogramme connecté et une caméra spécialisée qui permet non seulement de faire un dermatoscope, mais également de faire l'ouverture de bouche avec une caméra spécifique pour l'anesthésie, justement. Puisque c'est C'est le matériel que nous utilisons. Vous utilisez Parsi? Oui. D'accord. C'est le matériel que nous utilisons effectivement qui a été choisi. Alors, pas que sur notre CPTS, puisque nous nous sommes regroupés pour avoir le même matériel sur tout le département, en fait. Donc, sur toutes les CPTS du département sont équipés de ce matériel-là. Effectivement, il y a un dermatoscope, mais il y a aussi une caméra spécifique pour l'ORL buccale, en tout cas, on va dire. En tout cas, en tout cas pour la prison, ça nous rend énormément de service puisqu'on fait beaucoup de téléconsultations avec les prisonniers pour éviter leur extraction. Et pour les consultations d'anesthésie, c'est vraiment un plus parce qu'au moins, ils y voient très bien. Et c'est vrai que c'était une de mes questions. Et l'électrocardiogramme connecté aussi, vous l'avez? Oui. Nidec, je pense Agathe Ranscon, si je ne me trompe pas, qui souhaiterait poser une question. Allez-y. Bonjour, donc moi je suis infirmière coordinatrice d'un service de soins infirmiers à domicile sur Nîmes. Nous on était sur ce projet-là aussi parce que bien que dans une grande ville, ça devient de plus en plus compliqué au niveau des médecins traitants. Donc on s'était rapproché, on avait contacté l'ARS qui nous avait demandé de nous rapprocher d'une CPTS aussi. Donc on avait travaillé un petit peu le projet ensemble. Finalement, bon, la CPTS le fait de son côté, mais bon, on a toujours le même souci, donc il faut qu'on avance aussi de notre côté. Je voulais savoir, donc là, vous avez le matériel par 6. Nous, on est 5 infirmiers. Est-ce que vous avez été formés? Parce que moi, j'étais partie du principe qu'il fallait quand même une expérience assez importante aussi pour pouvoir faire la téléconsultation assistée. Mais est-ce qu'il y a quand même une formation qui est proposée avec la mise en place du matériel? Alors, tout industriel va vous fournir normalement un devis avec la formation en fait à l'usage justement du matériel que vous allez prendre. Que ce soit le matériel, le logiciel informatique ou en fait l'utilisation tout simplement du matériel connecté. Hein. Voilà, mais on n'a pas, nous, d'infirmières en tout cas, alors peut-être pas très bien ce que je vais dire, mais on n'a pas forcément besoin d'un DU en téléconsultation pour pratiquer la téléconsultation. Oui, ouais. Ok. Merci. Alors du coup, Janice, alors bon, merci pour ces très très beaux échanges qui nous éclairent. Donc avant de passer moi un commentaire, Janice a fini effectivement sur la notion de formation. Bon là, il est aujourd'hui, vous savez qu'il a été inscrit dans le cadre de la loi la notion d'infirmier référent. La notion d'infirmier référent ne doit pas rester vague, hein, et on a un exemple aujourd'hui très précis que la présence d'un infirmier à domicile, pour moi en tout cas, est un levier à la fois de qualité et d'efficience, et on l'a dit, et d'égalité d'accès aux soins, mais surtout de qualité pour que la téléexpertise, il n'y ait pas de perte de chance. C'est vrai que dans les cas précis qui a été donné, en particulier pour le versant consultation de pré-anesthésie qui sont extrêmement importantes, il y a à la fois la qualité du matériel, mais il y a en fait une double
il y a un accompagnement évidemment du patient, pardon, pour que il adhère au dispositif et puis à sa compréhension et qu'il comprenne qu'il n'a pas de perte de chance parce qu'en fait, il a la chance d'être accompagné par un professionnel infirmier qui connaît à la fois bien l'outil, mais qui connaît la clinique, qui connaît l'échange et les spécificités même du technicien, enfin de l'expert, pardon, anesthésie qu'il a en face, qui permet effectivement de nouer une expertise de qualité. Voilà. Donc, la pertinence de la clinique aujourd'hui des infirmiers sur ces sujets peut être extrêmement intéressant. Et puis après, de manière un peu plus macro, on réduit, comme ça a été dit par le SIAD sur le secteur nîmois, où on sait pertinemment que les centres-villes sont aussi maintenant des déserts médicaux, puissent réduire les inégalités, soit de temps, soit des inégalités territoriales d'accès aux spécialistes. Donc oui, on a une vraie lumière à travailler sur ces sujets, mais bon, on a encore des écueils qui sont d'ordre financier, organisationnel, formatif. Et Janice, là, il faut une espèce de volontarisme. Alors, je connais l'engagement à la fois syndical et de terrain de Janice, qui est à toutes les épreuves, mais c'est malgré tout, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, il faut que la culture des professionnels sur ces sujets-là, y compris en formation initiale, soit de mise, puisque ça va être les nouvelles façons d'exercer. D'autres pays, pour des questions de distance, ont 30 ans d'avance sur nous, sans citer de manière permanente le Canada ou la Suède, mais c'est très clair que on a un peu de retard sur ces sujets-là, mais on va le combler. En tout cas, les infirmiers sont volontaristes, nombreux et bien répartis sur le territoire, travaillant 7 jours sur 7, ce qui est un atout dans le système de soins. J'avais une précision à apporter si je peux. Sur la téléconsultation, on est limité pour l'instant à 20% du volume de consultation totale par praticien pour la téléconsultation. Donc ça, c'est un chiffre, on ne sait pas trop d'où il sort, mais c'est un chiffre, on l'espère, qui est susceptible d'évoluer, puisque ça n'aidera pas à rentabiliser un matériel cher si les praticiens ne peuvent pas faire des consultations à distance. C'est sûr qu'on imagine mal le cabinet infirmier se doter, ou un CPTS, se doter d'un matériel cher si les praticiens n'ont pas la possibilité, tout simplement parce qu'ils ont les mains nouées pour faire des téléconsultations. En ce qui concerne la téléconsultation, il faut savoir quand même qu'il y a deux populations de patients. Il y a le patient qui n'est jamais venu et le patient qu'on suit régulièrement. Donc, comme on est limité dans le volume de téléconsultation, on a commencé, nous, à réfléchir de notre côté. Par exemple, on pense réserver la téléconsultation aux patients qu'on connaît déjà. Moi, je travaille en chirurgie digestive et en endoscopie. On a des patients qui ont des plannings de ligature de varices œsophagiennes, des endoscopies tous les 2-3 mois. Ceux-là, on les connaît. Même s'ils ne sont pas auscultés régulièrement, on a leurs critères d'intubation. La téléconsultation, ça peut permettre de vérifier s'ils ne sont pas essoufflés, si leur traitement n'a pas changé. Plutôt que de leur faire venir 100 km pour 10 minutes de consultation, qu'ils fassent ça de chez eux ou de l'hôpital proche de chez eux, ça peut être un plus plutôt qu'effectivement de venir comme ça. On va a priori nous continuer à avoir la grosse chirurgie, on va continuer à l'avoir en présentiel, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de choses à vérifier. Et ça nous semble plus cohérent, et y compris au niveau éthique. Voilà. Donc effectivement, il faut que les médecins, pour l'instant, avec ce volume, s'organisent et réfléchissent à leur téléconsultation pour savoir si l'attribuent à des patients première main qui n'ont jamais vu, ou alors à des patients qui ont un suivi régulier pour lesquels il n'y a pas forcément besoin la même expertise et pas forcément non plus le même matériel. Parce que ça, finalement, qui va être une limite importante. Bonjour, Monsieur Viguier. Allez-y. Bonjour. Donc, Florian Vignier, je suis infirmier depuis 2009 et infirmier libéral depuis 7 ans, installé sur la commune de Perpignan. Et je suis également président d'une toute jeune association créée en octobre qui s'appelle SOS Infirmier 66, qui a pour objet d'améliorer l'accès aux soins, notamment grâce aux outils connectés comme la téléconsultation assistée par infirmier. C'est un projet que nous développons depuis donc septembre. Nous avons rencontré différents partenaires et acteurs du territoire et nous sommes convaincus que l'outil de la e-santé est un levier essentiel pour améliorer l'accès aux soins. Mais on pense effectivement, comme ça a pu être dit, que ça peut être efficace que si c'est bien coordonné.
avec une mutualisation des moyens humains et matériels, avec une interopérabilité. Donc c'est pour ça on a sollicité, du coup les CPTS, du département en inter-CPTS, l'ARS, la CPAM, le grade e-santé, le conseil de l'ordre infirmier et l'URPS, médecins et infirmiers à ce sujet. Et notre idée, face aux difficultés, que peuvent, avoir, la téléconsultation assistée, c'est de créer des temps dédiés à la téléconsultation parce qu'effectivement sur un temps de cabinet, on ne voit pas trop comment on arriverait à le mettre en place. Et donc une coopération des infirmiers libéraux sur des temps où ils ne sont pas au cabinet, sur des temps où leur, collaboratrice ou leur associé est au cabinet pour pouvoir, participer à la téléconsultation assistée et avec les médecins du territoire, en travaillant avec les CPTS, avec SOS Médecins, avoir des temps dédiés à la téléconsultation au niveau médical. La Pauline, du GRAD m'a invité aujourd'hui, parce elle souhaitait que je parle du coup de la téléexpertise et du télésoin. Donc ça a pu déjà être dit, la téléexpertise, c'est, un professionnel de santé, en l'occurrence un infirmier, qui sollicite l'avis d'un médecin spécialiste pour un patient en lui transmettant une anamnèse complète, des éléments cliniques, des photos, par exemple d'une plaie, afin qu'il puisse poser un diagnostic, proposer une thérapeutique et générer une ordonnance infirmière qui nous permet d'agir rapidement. Du coup, la rémunération de l'acte, c'est 10 € pour l'infirmier qui demande la téléexpertise, pardon. C'est simple, efficace, très utile dans la pratique. Et pour illustrer, je voulais vous présenter 3 cas de vécu de téléexpertise. Un patient en situation d'obésité avec des ulcères chroniques. Le patient, avait une ordonnance, d'un médecin qui n'était pas son médecin traitant parce qu'il n'avait pas de médecin traitant. Parce qu'effectivement, en ville aussi, c'est des fois difficile d'avoir des médecins traitants. Il avait une ordonnance de pansement, simple et donc avec, l'expertise infirmière, je me suis dit qu'au minimum, il fallait des contentions pour ces ulcères et je pensais même à l'urgo, à des contentions urgo K2. J'ai donc fait la demande, d'une téléexpertise avec un médecin de l'hôpital de Perpignan en détaillant, en envoyant des photos et en 72 heures, j'ai reçu un protocole complet avec ordonnance adaptée correspondant à notre nomenclature, pour, facturation à la CPAM avec, effectivement donc des bandes d'Urgo K2 et un suivi prévu en se disant, dans quelques mois, on peut refaire une téléexpertise pour, évaluer et modifier, hem, le traitement si nécessaire. Donc la téléexpertise a permis, d'avoir un niveau de précision dans le protocole et de la mise en place des soins qui est extrêmement, pertinent et efficace. Un deuxième exemple, c'était, c'est un patient qui souffre de troubles psychiatriques, mais qui avait une lésion, donc avec une incurie et cetera et qui avait une lésion étrange à l'orteil. Hem, il avait comme une kératose, très atypique. J'ai eu des doutes sur la nature de la lésion, une verrue, un carcinome, je ne savais pas trop. J'ai donc sollicité une téléexpertise avec un médecin, de l'hôpital de Perpignan, qui a été aussi, inquiet également par rapport aux photos que j'ai pu lui transmettre et qui a lui-même demandé un avis au niveau du dermatologue. Et le patient ça a pu déclencher un rendez-vous en dermatologie à l'hôpital de Perpignan. Il n'arrivait pas à trouver de toute façon de rendez-vous, en externe, en dermato. Il y a un prélèvement qui a été réalisé, des imageries qui ont été demandées et la prise en charge a pu être mise en place et débuter du fait de l'alerte que l'infirmier peut poser et c'est là aussi où, la téléexpertise, est intéressante pour nous infirmiers. C'est que notre, perception d'une situation est valorisée puisqu'on alerte pour, un élément qui nous paraît, important avec, des signes d'alerte et on peut lancer, une démarche, de soins. Et avec une réponse assez rapide dans les 24, 72 heures, on a une réponse et le patient, peut être suivi. Et le troisième exemple de téléexpertise, dont je voulais vous parler, c'est une patiente qui avait des douleurs abdominales chroniques avec une errance médicale
Depuis plusieurs mois, elle se plaignait de fortes douleurs abdominales avec une constipation sévère. Elle a eu des consultations multiples aux urgences avec son médecin traitant sans résultat clair, sans traitement. On a déclenché une téléexpertise avec un chirurgien digestif. Heu, on lui a transmis tous les éléments, les examens réalisés. Un diagnostic différentiel a été envisagé, volvulus du côlon droit lié à une anomalie de fixation du côlon et il a évoqué une intervention chirurgicale qui pourrait être nécessaire. Le compte rendu du spécialiste a permis au médecin traitant d'obtenir un rendez-vous plus rapide auprès d'un chirurgien. Et sans cette telle expertise, cette patiente serait probablement encore en errance diagnostique, voire autre chose. Du coup, les atouts de la téléexpertise, c'est il n'y a pas besoin par rapport à la téléconsultation assistée, pas besoin de synchronicité entre le médecin, le patient et l'infirmier. On peut faire ça sur notre tournée, entre 2 patients, avoir pris tous les éléments, les photos et pouvoir l'envoyer. Hem L'utilisation est très simple, un smartphone suffit, les plateformes sont fluides. Moi, j'utilise effectivement OmniDoc avec, faut le souligner, sur Perpignan, il y a beaucoup de médecins de l'hôpital de Perpignan qui sont sur OmniDoc et qui répondent très rapidement et du coup, ça c'est bien parce que de travailler avec des médecins du territoire. Ça permet, en cas de besoin d'examen complémentaire le patient soit dirigé directement vers l'hôpital. Donc nous, c'est OmniDoc qui marche le mieux, il y a d'autres plateformes et ça la téléexpertise valorise les compétences infirmières, hem, ça réduit le délai de prise en charge, hem et pour travailler en libéral, on a besoin d'ordonnances aussi, adaptées et d'ordonnances. Donc ça nous permet aussi d'avoir ces ordonnances qui nous permettent de travailler et du coup qui permettent, surtout de pouvoir, faire les soins à nos patients. C'est un partenariat ville-hôpital qui est fort parce qu'on est souvent un peu isolé quand on est, infirmier libéral. On a du mal si on appelle les services, de façon, avec le téléphone, on n'arrive jamais à avoir, grand monde. Quand on appelle les médecins traitants, c'est aussi difficile. Du coup, là, ça nous donne une porte d'entrée vers un professionnel médical qui est formidable, en fait, dans le quotidien. Donc pour ceux qui n'utilisent pas la télé-expertise, je vous invite vivement à le faire. En tout cas, nous, ça nous a permis de débloquer beaucoup de situations et ça valorise notre profession et notre exercice. Et pour conclure sur le préambule où j'avais parlé un peu de la téléconsultation assistée, hem, elle pour le coup, effectivement, comme on a pu, le voir avec Janice, elle est plus complexe à organiser. Et effectivement, nous, avec l'association, elle nous demande du temps de coordination, de réflexion. Elle coûte. Pour un infirmier seul, dans un cabinet qui voudrait faire de la téléconsultation, elle, rapporte peu par rapport à l'investissement et du coup, c'est vraiment dans ce travail, l'association s'est posée en se disant, on travaille en coordination, en s'organisant. Cet outil qui est formidable, qui à l'heure actuelle, la téléconsultation, c'est 3 des consultations en France. C'est principalement des personnes jeunes en ville, c'est une téléconsultation avec leur médecin traitant et c'est un outil qui pourrait plutôt servir aussi à des patients qui n'ont pas de médecin traitant, à des soins non programmés, à des personnes sont en difficulté, pour se déplacer ou de traverser le département pour avoir un médecin. Et du coup, si c'est coordonné, si c'est organisé avec les différents acteurs, les CPTS et tous les acteurs de terrain, on pense que ça peut avoir un vrai impact et être un outil, formidable dans l'amélioration de l'accès aux soins. En tout cas, une pierre, qu'on peut mettre en place. Voilà. Tobiana, allez-y. Pareil, votre micro, il est ouvert, allez-y. Ce n'est pas une question, vous m'entendez là? Oui. Oui. Voilà, je voulais vous pour pour prise de parole parce que tout à fait en adéquation avec part de la télémédecine actuelle, le retard que nous avons comme a été signalé sur d'autres pays.
Et c'est important de motiver l'ensemble des soignants parce que quels que soient les outils utilisés, que ce soit Omnidoc, qui est une plateforme commerciale et qui se paye largement, ou que ce soit d'autres façons de communiquer avec les hôpitaux de recours, comme vous l'avez signalé, c'est très important parce que ça évite des déplacements et ça permet aux gens qui n'ont pas de médecin, pas de soins, qui sont juste pris en charge par une équipe d'infirmières qui est quelquefois très en difficulté, de pouvoir justement répondre et éviter l'entonnoir des urgences. Donc voilà, bravo pour votre initiative sur le 66 et quels que soient les outils utilisés. En tout cas, voilà, moi j'invite tous les soignants à essayer de faire la même chose, que ce soit pour les plaies, mais pas que. Et c'est très difficile parce que c'est souvent les plaies qui sont aux premières loges. Hein, parce qu'il faut des ordonnances, il faut des pansements, mais comme vous l'avez signalé, effectivement, les avis chirurgicaux sont extrêmement importants avant d'envoyer les gens aux urgences et ça permet de cibler la consultation ou les vrais examens à faire avant, quoi. Voilà. Et c'est une prise en charge qui me paraît indispensable. Voilà. Donc, je voulais surtout abonder dans votre sens et vous citer pour votre prise de parole et votre entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, il y a eu un rapport de la Cour des comptes là, qui a été présenté au Sénat sur la téléconsultation. Et la téléconsultation assistée, donc téléconsultation, c'est 3% des consultations en France. Téléconsultation assistée, c'est 0,01% de toutes les téléconsultations. Donc on a un retard, mais en même temps, on a aussi la possibilité de la penser peut-être différemment qu'elle peut se faire ailleurs et je pense que, voilà, il y a des déserts médicaux, mais il y a pas de désert infirmier et on est sur le terrain, certainement un levier qui permet, d'améliorer l'accès aux soins et les outils connectés peuvent nous le permettre parce que c'est mobile, parce que les médecins aussi dans le département qui est assez disparate comme, dans des Pyrénées-Orientales, il y a des zones où il y a plus de médecins qu'ailleurs. Et ces zones où il y a plus de médecins, c'est une ressource. Donc, c'est rechercher les ressources médicales, rechercher les ressources infirmières, rechercher les ressources matérielles, parce que effectivement, tout ça peut coûter cher. Si ce n'est que nous, on a aussi eu des devis de Parcis qui sont, ils ont effectivement baissé leurs prix. Et en termes de gains sur une hospitalisation qui est évitée, un arrêt des traitements qui est évité, je pense que et de qualité de vie des patients avec une pathologie qui ne s'aggrave pas ou qui est, en tout cas, suivie, c'est important, quoi. Je pense qu'il devrait y avoir Parfait. un encouragement financier plus important parce que c'est ce que j'ai écrit encore récemment. C'est beaucoup plus facile de prendre une enveloppe et d'appeler une ambulance. Voilà. Ouais. Parfait. Voilà. Alors, je vous remercie. Comme on m'a donné le sale rôle qui est difficile pour moi de modérateur, on a dépassé largement, mais ça prouve évidemment l'engouement qu'il y a sur le sujet. Alors, j'ai envie de dire aujourd'hui, on a les premiers de cordée et il est clair que pour faire la synthèse, à la question, est-ce qu'on doit remettre la téléexpertise en question? Bien entendu que non, c'est une avancée majeure pour le système de soins dans son ensemble. Ça réduit, et on le voit, ça a été très bien dit, à la fois l'accès aux soins, mais les problèmes de vulnérabilité d'un certain nombre de patients qui, de toute façon, s'ils ne sont pas accompagnés, ne vont pas vers des professionnels de santé. On est à 6 millions de patients aujourd'hui qui n'ont pas de médecin traitant. C'est aussi un moyen d'être raccroché au système de soins à travers, effectivement, les infirmiers, ça a été très bien dit, qui pour l'instant, alors je le mets au conditionnel, sont nombreux et plutôt bien répartis sur notre territoire. Évidemment, on a des cadres organisationnels et juridiques qui doivent être à la fois plus lisibles, accompagnés. Donc, on a les instances avec nous lors de cet échange pour que ce soit simple à mettre en place, puisque vous savez pertinemment que la norme
tue toute agilité de mise en place. Donc, il faut être extrêmement vigilant à ce que ce qui demain sera le numérique ne devienne pas extrêmement complexe. On a passé les financements, et je crois qu'on est tous d'accord qu'il faut à la fois une pérennité, et il faut en fait valoriser le temps passé parce que toute la constitution d'usage du choix du matériel et la mise en route et du temps, et qu'aujourd'hui, il faut être extrêmement courageux ou extrêmement en difficulté pour pouvoir le mettre en place dans son territoire. C'est très, très volontariste. Et effectivement, vous avez raison, Madame Tobiana, aujourd'hui, il est beaucoup plus confortable de faire une ordonnance en demandant une hospitalisation, même si celle-là est absolument inique. Il faut évidemment un accompagnement humain au changement, et je sais que le GRAD et le GIPI Santé le fait allègrement, puisque sur les territoires, on a des représentants départementaux qui sont en capacité aussi d'aller vers pour que les professionnels embrassent mieux le numérique, et en particulier sur le versant domiciliaire, puisqu'il ne vous cache pas que nous n'avons pas de directeur de système d'information comme on peut les avoir dans les centres hospitaliers, et que donc on est nous-mêmes, in fine, aussi cadre du numérique dans nos propres activités. Et j'en veux évidemment de la même manière pour nos collègues pharmaciens, kinésithérapeutes et médecins généralistes, et qu'on n'est pas né quand on a été formé il y a quelques années, 20 ans, 30 ans, même si on est à moyenne d'âge et très en forme professionnellement, on n'a pas eu de smartphone dans nos mains lors de nos études. Effectivement, les nouvelles générations auront des habitudes de télé-échange beaucoup plus naturelles que nous l'avons aujourd'hui. Donc, on a tout un tas d'écueils à lever. Moi, aujourd'hui, la mise en lumière de professionnels, en tout cas, qui sont heureux et qui, en fait, voient aussi, parce que quand on veut donner du sens à nos métiers, puisque notre responsabilité à tous, c'est d'avoir des nouveaux médecins, des nouveaux spécialistes, des nouveaux infirmiers libéraux qui prendront en charge la population de demain. Et il faut qu'on embrasse à des métiers qui ont du sens, et le numérique a du sens dans son exercice, et ça peut être effectivement un élément pour embarquer des nouvelles générations dans une manière de changer avec un niveau de responsabilité, un niveau de qualité aussi égal que celui qu'on a aujourd'hui dans notre ADN, qui est évidemment le présentiel. On n'a pas, je ne vous avais pas projeté une diapo, puisqu'on avait posé la question dans le sondage, mais vous le retrouvez sur l'intelligence artificielle. En tout cas, notre profession, nous, n'en a pas peur, les infirmiers libéraux, parce que malgré tout, on restera effecteur de soins, et l'IA ne fera pas les soins que nous réalisons. Mais par contre, ça sera un élément pour nous de capitalisation et de rationalisation de notre clinique et de la transmission d'informations qu'on peut avoir, et en particulier sur la précision, aux autres professionnels qui auront, par exemple, des anamnèses extrêmement bien faites, facilitantes, sachant qu'on est une profession qui n'est pas de l'écrit et qui est une profession au pied du lit du patient, souvent sur le mode oral, et donc ça sera un moyen aussi de rationaliser les informations qui doivent être transmises de manière qualitative aux autres, pour qu'eux-mêmes puissent affiner leur diagnostic pour avoir une expertise la plus adaptée possible. Voilà, j'en finirai là. Évidemment, Pauline Chevalier, Oui. puisque c'est vous le maître d'œuvre, je vous laisse la parole pour finir. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bouscarin. Je voulais juste conclure avec cette diapo, puisqu'en plus ça a été mentionné dans la conversation. Donc, le GRAD a mis en place à Thau l'annuaire des recours de téléexpertise en Occitanie. C'est au volontariat, donc tous les médecins qui remplissent le questionnaire sont ensuite inscrits, et cela vous permet de retrouver tous les professionnels requis qui sont disponibles. Vous avez, pour les retrouver, soit la carte interactive, donc ça vous permet de trier par spécialité, puis ensuite par zone géographique de retrouver les professionnels, soit on a mis à disposition juste en dessous de la carte un listing qui est pareil trié par département, et puis ensuite par spécialité pour vous permettre de retrouver plus facilement tous les professionnels pour demander des téléexpertises de divers moyens. On a beaucoup parlé d'Omnidoc, mais il n'y a pas que Omnidoc. Donc, vous avez tous les recours avec les différents moyens d'être contacté directement sur Atto.
Et puis, merci beaucoup à tous d'avoir participé à la communauté télésanté. C'est la première de l'année 2025. Il y en aura d'autres qui vont venir sur l'année avec des thématiques différentes. Si vous êtes inscrit à la newsletter, vous serez informé des prochaines communautés avec les prochaines thématiques. Voilà, écoutez, merci à tous pour votre présence, merci aux intervenants pour leur retour d'expérience qui ont été très enrichissants et je vous souhaite une bonne après-midi à tous.